Bonsoir à tous, bienvenue dans cette visite proposée par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, une visite de l'exposition transformée à grande échelle, nouveau défi de la durabilité Bordeaux-Amsterdam. Exposition réalisée en coproduction avec la fondation Mies van der Rohe à Barcelone et qui bénéficie, cette exposition, du mécénat de la Caisse des dépôts et du soutien du club entreprise de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, de Vitra et d'Isotis. Cette visite vous est proposée en exclusivité, à distance mais en direct. Donc vous qui nous regardez, vous pouvez intervenir, poser vos questions. Vous avez juste à laisser un petit mot dans l'espace dédié en commentaire juste à côté de la fenêtre de vidéo. De mon côté, je garde le téléphone et toutes vos questions, toutes vos remarques me sont transmises. Je suis David Habitant, rédacteur en chef du magazine web thema.archi et j'ai l'honneur de vous la proposer cette visite en compagnie de deux des protagonistes de l'exposition, l'architecte Frédéric Druot, théoricien du plus, la transformation et l'agrandissement de logements d'hier en lieu et place des démolitions ou reconstructions habituelles. Avec l'agence Lacaton et Vassal et avec l'architecte Christophe Hutin, il est à l'origine de l'un des deux projets qui est mis à l'honneur dans le cadre de cette exposition. Nous allons le rejoindre dans quelques minutes. Mais pour l'heure, je m'en vais retrouver le directeur du département de la création architecturale à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je mets mon masque pour aller le rejoindre. Et on le retrouve immédiatement. Il nous attend ici. Bonsoir Francis Rambert. Bonsoir David. Merci beaucoup de nous accueillir et de nous proposer cette visite avec vous et avec un architecte qu'on est très heureux de retrouver dans quelques minutes pour qu'il nous présente lui-même son projet. Puisque, comme on le disait, comme on l'évoquait à l'instant, on le comprend, il y a deux bâtiments qui sont mis en avant par cette exposition. La réhabilitation de 530 logements à Bordeaux Grand Parc, donc de Lacaton et Vassal, Christophe Hutin et Frédéric Druot qui nous attend. Et puis un ensemble de 500 logements dans un quartier de Bijlmermeer, près de Amsterdam, par les agences NL Architects et XVW Architecture. On va les découvrir en détail, ces deux opérations, mais d'abord un mot peut-être sur cette grande frise chronologique à l'entrée de l'exposition, parce que une exposition a le pouvoir souvent de dire des choses, mais quand même, ce n'est pas fréquent que le message à faire passer soit aussi explicite. Arrêtez de détruire, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. On a l'impression que la rénovation bulldozer, déjà du temps du président Giscard d'Estaing qui vient de nous quitter, c'était déjà le sujet. Et donc on voyait bien comment on pouvait éventrer des villes, massacrer pas mal de choses et que peut-être qu'il fallait s'interroger d'une autre manière. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est avec le recul du temps, eh bien de voir qu'aujourd'hui, ces grands, à l'heure où il y a des déficits de logement très très importants dans toute l'Europe, eh bien peut-être qu'il faut revisiter justement des conceptions des années 70, non pas par nostalgie, mais parce que c'est intéressant de voir qu'elles ont été bien construites, contrairement à ce que les gens pensent, et que justement leur transformation, je préfère ce mot, transformation à celui de réhabilitation. Parce que réhabiliter, ça veut dire qu'on a quelque chose à se faire pardonner quelque part. On a quelque chose, ou alors c'est l'honneur perdu qu'il faut essayer de retrouver. Mais la transformation est quelque chose de plus actif. Et ça peut se faire avec les habitants, on va le prouver. On va le prouver donc à travers les deux opérations que je citais tout à l'heure. Mais avant ça, comme une introduction un peu l'antichambre de notre exposition, de votre exposition, c'est une vingtaine, trentaine de bâtiments qui sont représentés. C'est chacune des lignes de cette frise chronologique. Et à chaque fois, une date de départ et une date d'arrivée. La date de départ étant la création, la construction, la livraison du bâtiment. Et la date d'arrivée, c'est une date de destruction. Alors justement, ce tableau, il aurait pu faire toute la paroi. On a pris quelques exemples dans toute l'Europe. On va le montrer un petit peu d'ailleurs, on va le mettre avec des opérations significatives. Par exemple, ici à Londres, Robin Hood Gardens, fait par les Smithsons, c'est dans tous les livres d'architecture. Eh bien, c'est parti à la casse. Et il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 6 ans. On n'a pas pu arrêter la destruction. Alors la communauté architecturale s'est mobilisée pour essayer de dire mais non, c'était un travail de référence. Mais bon, ainsi va la vie, ça a été liquidé. Et donc, justement là-dedans, on voit bien qu'il y a très très peu d'opérations où précisément le processus inéluctable de destruction peut être enrayé. Donc les deux opérations, eh bien, elles sont là, portées par cet exemple à Amsterdam, dans la banlieue, et à Bordeaux. Ce qui est intéressant dans les deux, c'est que
les deux sont de la même époque. C'est la même époque, j'allais dire, de l'idéologie architecturale. Ce sont des conceptions. On est après les Siam. Hein, on va donc revoir justement l'architecture moderne avec cette politique de la table rase. On sait bien qu'elle a été très, très critiquée après, mais justement, pourquoi faut-il continuer? Il y a quand même quelque chose, là, il faudrait peut-être un peu de logique. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment, justement, des architectes qui avaient imaginé, architectes, urbanistes, hein, je ne fais pas de différence entre les deux, imaginaient justement des grands ensembles. Les Hollandais parlent de méga-blocs, et bien comment justement la vie peut s'organiser. Eh ben, on va voir ça tout de suite avec ce méga-bloc, celui du quartier de Bijlmermeer, donc près d'Amsterdam. On va juste après, évidemment, et ça sera peut-être l'objet d'ailleurs notre visite, elle va beaucoup s'articuler autour de Bordeaux Grand Parc, encore une fois, puisqu'on a la chance d'avoir Frédéric Breau qui nous attend juste à côté. Un mot alors sur ce bâtiment de Bijlmermeer. C'est une grande barre, là pour le coup, qui est en plusieurs parties, mais on est sur une grande barre. C'est une barre en fait de 500 mètres de long. On pourrait parler d'une barre articulée, un peu comme un mètre, vous voyez. Pourquoi les deux opérations sont rassemblées? C'est que les deux ont la même masse critique, c'est des opérations de plus de 500 logements. Donc on peut vraiment comparer, c'est la même époque, c'est la même culture architecturale et la culture de la ville, et avec les mêmes questions des habitants, de leur transformation, de leur renouvellement et autres. Ça, par exemple, dans le sud d'Amsterdam, c'était tout un quartier. L'ensemble a été quasiment détruit et il ne restait que cette grande barre dont on ne savait pas comment la transformer. Et l'histoire est assez intéressante parce que, justement, la puissance publique n'arrivait pas à trouver la solution. Solution, ça veut dire les fonds. Donc, ils ont proposé de vendre ce parc immobilier, on pourrait dire, pour 1 euro symbolique. Et donc un groupe l'a racheté, un consortium, et a donc proposé, parce que c'est un groupe privé, c'est ça qui est très intéressant dans l'opération d'Amsterdam. Ici c'est privé, à Bordeaux c'est public. Et donc on peut voir qu'il y a deux approches possibles, et donc on voit bien que les groupes immobiliers peuvent très bien s'impliquer dans des transformations comme ça, à grande échelle, avec un principe de do it yourself. Je vais le dire en anglais, parce que je saurais mal le dire en néerlandais. En tout cas, ici, on propose donc on se sert de la structure, on se sert de la matière magnifique de ce béton, on enlève tout ce qui a été rajouté dans les années 80, justement, en pensant qu'on allait améliorer les choses qui n'a rien à améliorer du tout. On revient, on pourrait dire, à l'essentiel et on fabrique quelque chose et on propose à la vente des... Alors, le temps que vous retrouvez votre voix, allez-y Francis Robert, restez avec nous s'il vous plaît. Je vais rester. Le temps que vous repreniez votre voix, si vous voulez, voilà, on peut juste montrer un mot aussi des plans. On propose à la vente, parce que c'est l'accession. Accession, et là-bas à Bordeaux, c'est précisément du locatif. Hein. C'est intéressant de voir que parce que c'est jamais la même chose. Hein. Mais sur le fond, architecturalement parlant, en termes d'approche, c'est la même chose. C'est-à-dire l'idée de ne pas démolir et qu'on peut totalement transformer et le mettre dans une actualité d'aujourd'hui. Alors, un mot très rapide pour qu'on comprenne cette fois bien sur l'architecture de ce bâtiment, puisqu'on parle de l'idée de ce réaménagement, de cette transformation, pour utiliser ce mot qui vous plaît plus que réhabilitation, j'en prends bonne note. Un mot architectural et ensuite on va aller filer voir Bordeaux Grand Parc, mais le grand principe c'est ça, ce sont ces grandes ouvertures-là, c'est ce que vous montrez à travers les diagrammes. Absolument, c'est de travailler sur les articulations, il avait été placé là des ascenseurs et autres, des tours d'ascenseurs et autres, de libérer ça, de redonner une fluidité totale à l'ensemble, de travailler sur le rez-de-chaussée. C'est très 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 important que les rez-de-chaussée qui étaient uniquement des bâtiments de stockage redeviennent des lieux d'habitation. Donc ça c'est important. Et le stockage, c'est pas qu'il a été supprimé, il a été simplement placé ailleurs, donc d'une manière peut-être plus rationnelle. Mais en tout cas, regardez ici cette photo avec cet habitant, il a, et je ne fais pas de jeu de mots, David Habitant pour vous servir, oui. Et bien précisément, il a maintenant un jardin, on pourrait dire privatif, évidemment sur le regard des autres, mais c'est ça.
c'est aussi très très intéressant. C'est cette idée de précisément ces rez-de-chaussée, ce travail sur je vais dire, la base des immeubles d'une manière très ouverte. Chacun imagine son univers, parce que c'est ça qui est intéressant, là encore, c'est que chacun se fabrique son univers. Dans le Bordeaux, les architectes vont imaginer justement des spatialités. Ils vont travailler sur la question de la liberté beaucoup. Frédéric Drouot en parlera. Mais là, ici, c'est pas qu'il y a moins de liberté. C'est que chacun, on leur donne tout de suite l'idée. Ben, non, c'est vous qui on vous a donné le, comment dire en anglais, le shell and core. Et donc à partir de là, eh ben, c'est vous qui faites. Alors, on comprend bien qu'on est vraiment sur, comment dire, c'est un principe qui guide cette transformation. Je fais bien attention avec le vocabulaire. Ce qui est un peu le cas à Bordeaux Grand Parc, on va voir que c'est un autre principe. Juste avant qu'on aille rejoindre Frédéric Drouot, un mot pour vous rappeler, hein, bien sûr, qu'on est dans une visite en direct, on est entre nous, c'est un peu exclusif comme moment, c'est assez appréciable d'être avec un commissaire et un des architectes d'un des bâtiments présentés dans l'exposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez participer à cette discussion. Vous avez juste à laisser un petit commentaire dans la fenêtre de chat qui est sans doute de ce côté-là de l'écran sur lequel vous nous regardez. Vous pouvez poser des questions, laisser des remarques, des commentaires et je me charge de les transmettre à nos deux invités, Francis Rambert et Frédéric Drouot. On va les rejoindre tout de suite, si vous voulez bien. Un mot, un mot bien sûr, parce qu'on n'a pas tout dit. Citer Rem Koolhaas. Citons Rem Koolhaas, on ne cite pas assez Rem Koolhaas. Oui, non, mais sur cette opération, parce que lui-même qui est hollandais, il est de Rotterdam, mais quand même, Amsterdam, il a vu se construire cet ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit de cet ensemble à l'époque, dans les années 70, que c'était une symphonie spartiate. Donc, il y a quelque chose de très fort. Le côté spartiate, là, on est sur le béton, sur la matière brute, rien de plus. Juste, c'est la structure, c'est la peau. Eh bien, les architectes, là, les nouveaux, ceux qui ont repris pour la transformation, vont revenir à cet état originel. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va demander, tiens, ça ne sera pas notre première question. Il nous entend, hein, on fait comme s'il ne nous entendait pas, Frédéric Drouot, mais on va lui demander s'il pense aussi de Bordeaux Grand Parc que c'est une symphonie spartiate. Je ne pense pas. C'est pas la même chose et on n'est pas sur un bâtiment de la même valeur. Il faut toujours rester dans les contextes. C'est ça. Bonjour Francis. Bonjour. Ben voilà, bonjour Frédéric. Non, je restais encore assez fasciné par ces photos de Philippe Ruot. Qui sont des photos donc, de Bordeaux Grand Parc, des loggias, des fameuses loggias qui font partie désormais du bâtiment. Vous allez nous raconter tout à l'heure plus en détail comment elles participent à renouveler le bâtiment, à renouveler, j'allais dire le regard sur le bâtiment, mais ce n'est pas du tout une question de regard, c'est vraiment une question d'usage au sein de ce bâtiment. Mais peut-être avant tout, parce que avant même qu'on tourne, lorsque voilà, on était en train d'arranger nos petites questions techniques, et je vous vois fixer ces photos pendant quelques minutes et c'est la première chose que vous êtes venu voir, c'est ces photos. Alors, Philippe Ruot, un grand photographe d'architecture qui fait de très belles photos, c'est une chose, mais aussi, elles disent quelque chose, ces photos. Ben, vous avez dit le mot loggia. Moi, là, en regardant ces photos, je me demandais s'il fallait donner un nom. Parce que donner un nom à chaque type d'espace qu'on a rajouté, nous on appelle ça jardin d'hiver, c'est peut-être le plus cohérent par rapport à la thermique, par rapport à la capacité, l'idée d'extension. Mais c'est quand même quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que ça n'a pas de fonctionnalité. Ce que je regardais, c'est qu'il y a une multitude d'usages, de sensibilité, de densité au gré des gens, c'est-à-dire c'est une capacité. C'est même pas une architecture, c'est une capacité construite permettant l'habitabilité. Voilà. Et qui est donnée, vous reparliez tout à l'heure un peu d'usage de liberté. Le mot liberté, on peut en parler pendant des mois et des mois et des mois, mais il faut quand même, on fout la paix aux gens, c'est-à-dire qu'effectivement ils occupent comme ils veulent. Et c'est à la fois une extension de la chambre. C'est-à-dire ce que je pense, c'est que quand on sort de sa chambre, on a tout le jardin d'hiver. Quand on sort du séjour, on a tout le jardin d'hiver. Il n'appartient pas de façon cloisonnée à une des typologies qui constituent un appartement traditionnel. Et c'est ça qui change tout. Bon. Associé à la lumière, à la vue, à la générosité qu'on peut en faire, on voit que ces images sont joyeuses. Et là, on en parle d'un bâtiment comme on parlerait d'un bâtiment neuf, mais rappelons encore une fois que c'est un bâtiment qui a été transformé. Et c'est pour ça que je suis content de vous retrouver ici dans l'exposition, particulièrement à cet endroit-là, d'autant plus, c'est que je sais que, donc on va parler bien sûr de Bordeaux Grand Parc, et on va parler plus largement de tout ce que vous avez théorisé autour de ce mot, le plus. Donc je le disais en un mot maladroit sans doute tout à l'heure, mais cette idée de transformer un bâtiment plutôt que de se contenter de l'habituelle démolition reconstruction. On va parler de tout ça, mais juste un mot sur la question des usages et la question de l'appropriation.
Ces photos, elles me font un petit peu penser aux photos que vous présentez quand vous essayez de convaincre autour de vous de ne pas démolir de bâtiments. Alors en l'occurrence, là c'est sur la partie neuve du bâtiment, mais habituellement vous montrez comme ça des photos des lieux appropriés par les habitants et vous nous dites comment on peut démolir un bâtiment qui suscite autant d'appropriation. Oui, avec un point d'exclamation. Bien sûr, mais comment oui. démolir un tel bâtiment? Ben, la question c'est simplement, on regarde les choses de l'intérieur. Généralement, les dossiers de démolition montrent des images abominables de l'extérieur, de cages d'escalier dégueulasses, de pigeons morts, de seringues dans les escaliers, tout ce qu'on veut. Bon, tout ce qu'on dit simplement, c'est qu'on fait la liste de tout ce qui va bien d'abord. Ce qui va bien d'abord, c'est les gens qui habitent, qui ont des intérieurs soignés, coquets, agréables, où plusieurs générations sont passées. Et on essaye de voir après ce qu'on peut rajouter à ça. C'est-à-dire, en se plaçant à l'intérieur, on évalue la capacité d'extension qu'on peut faire de cette façon, qu'on pourra faire d'une autre façon. C'est comment donner, ça rejoint cette notion de plus, c'est-à-dire à partir d'un état existant, qui n'est pas dégueulasse, comme tout le monde le dit, qui est un support à la vie sociale et à la vie économique de plein de millions de gens, c'est comment on peut réactualiser cette chose-là. Francis disait tout à l'heure, je préfère le mot de transformation au mot de réhabilitation. J'aime bien aussi le mot d'actualisation, c'est-à-dire que actualisation, c'est aussi se mettre au niveau des besoins actuels qu'offre la contemporanéité des choses. Voilà. Et actualiser les choses, c'est ce qui n'a pas été fait pendant des décennies, entre les années 50, 60, date de 62, c'est là, jusqu'à aujourd'hui. C'est actualiser simplement les choses, c'est-à-dire que si vous allez chez le coiffeur, vous n'allez pas vous couper la tête, vous allez chez le coiffeur, vous coupez les cheveux simplement. C'est-à-dire si vous avez besoin de talonnettes parce que vous avez les genoux qui déconnent, vous rajoutez une talonnette, vous ne coupez pas le genou. Voilà, la tradition en France, c'est de couper les genoux, couper les têtes. Bon, enfin, couper les têtes, c'est une autre tradition aussi, mais je ne sais pas si c'est le propos de l'exposition. Qui a duré très, très tard. Hein. Notre ex-président Giscard est disparu il n'y a pas longtemps, et c'est quand même lui qui a donné ce dernier. Bon, enfin bref, on va. C'est un autre sujet. Non, mais c'est une forme radicale des choses, c'est-à-dire démolir, c'est pas penser. C'est surtout pas penser. Et surtout pas penser à qui? Aux gens qui habitent. Voilà. Alors c'est la problématique. On va parler de tout ça et encore une fois autour de Bordeaux Grand Parc, autour de Bill Mermer et peut-être plus largement encore parce que je sais que votre propos, Frédéric Drouot, il est beaucoup plus large que ça. Mais pour commencer, on va le voir ce projet de Bordeaux Grand Parc et peut-être vous allez nous raconter dans les détails. Alors ces lieux qui sont autre chose que des loggias. Alors là, on a un spectateur Terki Hassen Soraya, qui me dit, est-ce qu'on peut parler d'ailleurs plutôt de volume capable pour décrire ces espaces-là? En tout cas, on va voir exactement à quoi ils correspondent et on se rend compte en regardant la présentation qui en est faite qu'ils ont un rôle majeur, ces volumes-là, dans le bâtiment. C'est vraiment eux qui actualisent le bâtiment d'une certaine manière. Il y a une image très très claire qui est celle-ci. Si on prend celle-ci, on avait cette situation qui a permis de faire vivre des gens dans des conditions incroyablement positives par rapport à la façon dont ils vivaient auparavant. C'est-à-dire très souvent, ces logements ont permis de loger des gens qui sortaient de bidonvilles. Jusqu'en 72, à Nanterre, il y a des bidonvilles, je rappelle juste. Bon. Donc on leur a donné beaucoup, du confort, des choses comme ça, mais on s'est arrêté là. Voilà. Et quand on voit ces petites boîtes à trous qu'on a organisées, on se demande si on ne peut pas passer finalement des situations un petit peu contraintes à quelque chose d'un peu plus généreux qui permet de voir ce qui se passe à l'extérieur et qui rapporte de la lumière. On a aussi cette notion thermique, d'écologie qui est importante. On peut dire que ça, c'est une isolation 1000 fois plus intéressante que 20 cm de laine minérale qui aurait bouffé à la dimension des fenêtres, qui aurait servi à rien, simplement à dépenser de l'argent. Venez donc, on va voir tout ça sur cette maquette. On pourra peut-être le voir d'un autre point de vue. Il faut suivre, clair. Non, mais c'est boîte à trous, plaisir d'habiter, aimer un bâtiment aimable, un bâtiment moins aimable. Voilà. Si je vois quelqu'un simplement sur le balcon ici, je vois qu'il sourit. Si je le vois derrière sa petite fenêtre, malheureusement, je ne le vois pas sourire. Mais c'est assez clair, c'est vrai. C'est très évident. De l'un à l'autre, non, mais c'est effectivement... La fluidité du plan, c'est assez simple à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui se retrouve dans le séjour peut aller dans sa chambre, retourner dans le séjour. Quand on voit la dimension de ces balcons qui font presque 18 mètres de long
pour un T3, enfin, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours en tête ce que disait Madame Ramos. Madame Ramos, une habitante d'un des immeubles, qui dit: la première fois que j'ai vu, on a monté le balcon, je croyais que c'était pour un film. On lui avait expliqué, on avait tout expliqué. Mais la dimension, l'échelle, la puissance de ce qu'on lui donnait, elle n'y croyait pas. Pour elle, c'était une fiction. Et elle rajoute après, elle fait un petit parcours dans le jardin d'hiver, et elle dit: vous connaissez le temps? Le temps, c'est mon copain. Il me suit partout. C'est-à-dire qu'elle transpose le temps, à la fois le temps qui passe et le temps idéal, comme son ami qu'elle a su partout. Voilà. Et elle vit ce truc-là. Et c'est simplement ça qu'on a donné. On lui a donné la capacité de vivre au-delà d'une limite. C'est bien pour ça que je parlais de liberté tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qu'il en dit, le critique d'architecture? Vous qui avez l'habitude d'en voir passer des bâtiments et notamment des constructions, toutes les livraisons récentes sont à un moment ou un autre traitées d'une manière ou d'une autre à la Cité de l'Architecture. Vous nous dites, au-delà de la taille d'un logement pareil, il y a cette question aussi des circulations qui est assez impressionnante. Oui, circulation, et j'employais le mot de fluidité tout à l'heure, parce que c'est dans les deux sens, c'est pas uniquement comme ça, c'est qu'on voit très bien qu'on peut faire son parcours à l'intérieur du logement. Eh bien, ça, c'est vraiment très intéressant. Et je voudrais quand même replacer ça dans une histoire du logement avec le travail de Jean Nouvel, qui avait été un travail critique dans les années 80, avec Nemosus à Nîmes, précisément, où qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'un beau logement? C'est un grand logement. Donc de dire finalement que la norme, il fallait se battre contre pour trouver des solutions architecturales qui pouvaient justement profiter aux habitants, et c'est ce qu'il a fait, et notamment le travail sur la coursive, très très importante. Voilà. Donc on retrouve ça, c'est pas du tout les mêmes projets, mais c'est les mêmes attitudes critiques d'architectes par rapport à un existant, dans le cas présent, et là-bas c'était de mettre le logement social dans la ville et non pas en périphérie. Très très important. Alors, pardon, parce que... Oui, alors réagissez bien sûr, et je voulais... Oui, c'est ça, mais parce qu'on a des commentaires, j'arrête pas de regarder mon téléphone, c'est pas de la politesse, c'est juste tous les commentaires, mais c'est votre parole. Je veux juste revenir sur la notion de norme. Je crois qu'il n'y a pas de norme en réalité. Il y a une imposition de classification des logements, T2, T3, nana. Bon. On n'a même pas de T20, en Suisse on a des T20. Donc déjà on a une classification rikiki, avec des dimensions rikiki. On a des T20 en Suisse? Oui, on a des T20 parce qu'il y a des familles qui peuvent... Oui, c'est des groupements de plusieurs ensembles qui sont regroupés en sein d'un seul volume. Bon. Donc nous on est limité à des choses comme ça. Je veux dire que la question de la norme, elle pourrait être aussi se recaler sur la question des coûts. C'est-à-dire que si on est capable de sortir un logement à 50 000 € qui fait 200 mètres carrés, je ne vois pas pourquoi on en ferait 25 mètres carrés pour que le propriétaire fasse plus de bénéfices. Donc la question du coût, elle est essentielle dans la construction de l'architecture. C'est-à-dire que si on est capable, à coût donné, à coût égal, de produire plus de surface, pourquoi ne pas le produire? Et là, on n'est pas dans la question de la norme. On est dans la question dans la capacité à offrir du plaisir aux gens. Donc c'est aussi une problématique d'architecte. Et c'est une bonne manière, effectivement, de s'en saisir. L'intérêt des transformations, c'est effectivement qu'on a le bénéfice de ce qui existe. Bien sûr. Donc avec de l'apport financier qui est limité, on peut effectivement rendre des logements comme des typologies qui n'existent pas et qui sont incroyables. Je fais un petit point là sur les commentaires qui nous paraissent et je m'excuse, hein, vous me voyez depuis tout à l'heure regarder mon téléphone, mais encore une fois, c'est pas de l'impolitesse, c'est pour créer la discussion. Mais allez-y. Hein, non, on a notamment Marie Verchef qui nous demande s'il est possible de consulter ces photos en dehors du live, toutes les photos de Philippe Ruot. Je crois qu'on les retrouve hein, sur le site web notamment de Lacaton-et-Vassal. Elles sont très facilement trouvables parce que Philippe Ruot, il suit le travail de Lacaton-Vassal et Frédéric Ruot depuis le départ, depuis la maison de Foirac et autres. Et on pourrait presque dire avant. Donc il y a toute une histoire sur la question du logement, et c'est l'un des plus grands photographes en France qui suit la modernité, et il pourrait vous parler de Rem Koolhaas aussi. Hein. Oui, il fait des projets photographiques, c'est-à-dire qu'il invente des protocoles de prise de vue, c'est-à-dire qu'il a passé je ne sais pas combien de mois, de jours à attendre que les gens soient là, c'est-à-dire qu'il a une volonté. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve des gens dans les photos des bâtiments, ce qui n'est pas toujours le cas quand même dans la photo d'architecture. Oui, parce qu'il ne va pas zapper des photos, il va faire de la photographie avec une intention forte. Et j'allais aussi dire, Francis Rambert, que ces photos, si on veut les voir en dehors du live, on espère que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine rouvre très bientôt, à la rentrée théoriquement de le janvier. 7 janvier. Alors, on le souhaite très fort.
Et on aura l'occasion de voir cette exposition pendant encore quelques mois. Bien sûr, nous l'avons prolongée justement, puis on va faire un grand débat entre justement les architectes français et les architectes hollandais sur ces questions pour bien montrer que c'est une question européenne aussi. Hein. C'est pas une question franco-française ni bordelaise. Parce que je rappellerai ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ça allait partir à la casse, théoriquement. Hein. Il n'était pas du tout prévu de le garder. Et c'est sur une action, précisément des architectes et aussi d'un maître d'ouvrage qu'il ne faut jamais oublier, j'avais dit arrêter, non, parce que personne n'a arrêté, mais oublier, lapsus, j'avais oublié je voulais dire arrêter le process donc, de destruction. Jamais oublié de le citer. Je parle de Bernard Blanc, qui est devenu aujourd'hui le directeur de l'urbanisme à Bordeaux, parce que c'est lui, à la tête d'Aquitanis, qui a porté ce projet. Parce que les architectes ne peuvent pas le porter tout seuls. Donc, ils ont trouvé là un maître d'ouvrage éclairé, ouvert, et qui est allé au bout de la démarche. Et ça, c'est quand même à saluer totalement. Oui, dans un mode de financement non normatif. Non normatif. C'est comme la question du logement. C'est-à-dire qu'il a trouvé des moyens qui étaient presque plutôt des moyens de type de financement privé pour un organisme public pour arriver à ses fins. Et pas à ses fins à lui, à ses fins de directeur d'un patrimoine social et culturel qui permet aux gens de vivre. Voilà. Donc encore une fois, voilà, la question de la norme. Donc il a inventé lui aussi. Bien sûr. Mais ça demande plus d'efforts forcément. Ça demande un sacré travail. Il faut travailler. On a un autre commentaire, c'est Patrick Bonalaire qui nous dit « Super cette visite, ça c'est chouette. Cela me replonge dans mon ancien poste à l'ENSA Paris-Belleville et dans la continuité de mes formations, bâtiments durables, réemploi, etc. » Et ça me fait penser, ça m'amène à vous demander qu'est-ce qu'il en est de l'enseignement de ces choses-là. Est-ce que vous, par exemple Frédéric Druot, est-ce que vos amis de la Caton et Vassal, est-ce que Christophe Hutin ont l'occasion d'enseigner ce type de projet? Est-ce que d'autres le font? Ou alors, ça a encore du mal à passer les écoles d'architecture? Enfin, moi j'étais enseignant, Anne a été enseignante, Jean-Philippe est toujours enseignant, Christophe, je ne sais plus s'il est encore enseignant ou pas, mais effectivement, ce n'est pas la question de ce modèle-là, c'est la question de fabriquer du point de vue sur l'existant. C'est avoir un point de vue. À partir, dans tout l'enseignement, depuis le CM2 jusqu'à la fin de l'université, on n'a plus de point de vue, on ne fabrique plus de point de vue. C'est avoir un point de vue sur ce qu'on a déjà. Ce n'est pas partir dans la résolution de projet, on n'est pas des marchands de balcon. On travaille sur la question du logement. Qu'est-ce qu'un logement? Qu'est-ce que c'est que cette situation-là? Comment on peut l'améliorer? Et voilà. Donc c'est pas une, c'est ni un diktat sur les démolitions, c'est simplement dire attention. Et c'est ni normatif ni dogmatique au niveau des modèles architecturaux. C'est pour ça que je préfère dire qu'on ne fabrique pas de l'architecture, on fabrique de la capacité et de l'actualisation des choses. Voilà. Donc effectivement, mais c'est un grand plaisir avec les étudiants, effectivement, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où on leur a laissé la liberté de fabriquer des points de vue sur des choses, ils sont beaucoup plus performants que si on leur demande de faire un projet à haut de centième, mais en restant extrêmement libre. Mais ces étudiants-là, est-ce qu'ils commencent à entrer en capacité de pouvoir eux-mêmes proposer ce type de projet, ou il faut encore attendre quelques années? Encore une fois, ce n'est pas des types de projets, c'est des types, de points de vue. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le plus dont on avait vaguement parlé, c'est-à-dire on avait une étude qui était à Saint-Nazaire, où il y avait 2 immeubles équivalents, qui étaient à peu près l'équivalent de la tour Bois-le-Prêtre, peut-être qu'on en reparlera, 2 fois 100 logements. Un immeuble vide qui devait être démoli, un immeuble à 100% plein. La question, c'était par exemple, nous on a dit, on ne démolit pas, on met 50% des gens dans les 2 immeubles. L'objet, ce n'était pas de faire des jardins d'hiver, des balcons, c'est-à-dire se retrouver avec 2 fois plus de surface dans un intérieur qui est perché en haut d'une colline où on voit la mer, c'est quand même incroyable. Bon. Et parfois, il y a des résolutions qui sont liées à l'économie qu'on a aussi. Ça ne coûtait rien de dire on fait des déménagements de 50% des gens. Ça ne coûtait rien, sauf que le bénéfice qu'ils ont, c'est le double de ce qu'ils avaient. Voilà. Donc la question, c'est pas répondre systématiquement avec ce genre de choses. On règle énormément de questions thermiques, énormément de choses par rapport à une situation. Mais il y a plein d'autres situations. Et il faut trouver, c'est pour ça que ce n'est pas d'un modèle, il faut trouver, à partir de ce qu'on a, quelles sont les possibilités, les fils, et ce qu'on a, c'est l'économie, les situations existantes, quels sont les fils qu'on peut tirer pour donner plus. Voilà. Alors, et il y a d'autres cas. Non, et vous avez tout à fait raison de me reprendre. On n'est pas sur un type de projet, mais plus largement. Non, mais je l'entends très bien. Mais pourquoi je fais ce lapsus-là? Vous parliez à l'instant de Saint-Nazaire. C'est le même sujet. On leur donne la possibilité de. Ouais. Voilà.
Oui, mais il se trouve c'est un euro symbolique. Un euro symbolique. Il se trouve que quand c'est vous qui le faites avec la Catégorie Vassal, on a une forme similaire. On retrouve, alors je pense là on a les rideaux que vous utilisez effectivement dans la scénographie de l'exposition. Ils sont des rideaux thermiques. Hein. Oui, ça qu'il faut expliquer. c'est pas du décor, hein, c'est que le jardin d'hiver, c'est quand même 1000 fois plus performant qu'un isolant, hein, sauf qu'on peut l'habiter. Moi, j'ai jamais habité 20 cm de laine minérale. Enfin, si ça intéresse quelqu'un, On va s'installer chacun son problème. De l'exposition. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même sur une... je ne sais pas s'il y a une recette... Ouais, je suis gêné de m'asseoir sur l'immeuble d'un ami. Je crois on se permet, il semblerait que ce soit très solide. C'était même prévu un peu comme ça. D'accord, c'était prévu un peu comme ça, alors profitons-en. On a inventé un petit chameau. C'était une maquette non sacralisée, une maquette d'usage. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Non, on voulait être raccord avec le thème que les architectes développaient sur un site ou sur un autre. Donc, parce que, pour revenir aux mots, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Ce ne sont pas des modèles qu'on montre ici, c'est plus des modes de pensée, un mode de pensée. Je crois qu'il faut insister là-dessus, sur l'idée, c'est quelle approche on peut avoir par rapport à cette question de l'habiter. Oui, c'est comme la question centrale, habiter, urbanité. Il n'en a pas beaucoup parlé de la question de la ville. Je l'ai un peu évoqué à travers ce que disait déjà Rem Koolhaas à l'époque, mais là, vous avez les photos d'Amsterdam Sud, on voit bien que c'est devenu, il y en a même qui jouent au golf tout autour. Ça a beaucoup changé, hein, le ghetto d'avant, du temps des colonies du Suriname et autres, ça a beaucoup évolué. Donc c'est intéressant de voir comment les deux lieux de la même époque ont changé, et j'aime beaucoup le mot actualisation. Franchement, je trouve qu'il est ce que ça veut dire aussi actualité de notre société. C'est ça. Quels sont on n'arrête pas de chercher les nouveaux modes de penser, les nouveaux modes d'habiter, toujours les nouveaux quelque chose. L'actualisation, elle répond à ça. Mais juste un dernier point pour revenir sur cette idée. J'ai mes obsessions moi aussi. Hein. Il n'y a pas que Rem Koolhaas. On a tous nos obsessions. Mais sur cette idée de typologie, de modèles que vous, qui ne sont pas selon vous les bons mots, et je l'entends très bien. Mais pour autant, on retrouve une forme similaire, on retrouve des matériaux similaires, on retrouve des espaces qui présentent des caractéristiques similaires, et on retrouve les mêmes appropriations à Saint-Nazaire, à Bordeaux. Alors, je n'ai pas visité Bois-le-Prêtre, mais j'imagine que des photos qu'on y connaît, que c'est encore là les mêmes utilisations. Ce n'est pas anodin tout de même, c'est-à-dire qu'on a beau être sur une philosophie, une façon de penser, ça amène des espaces quand même qui se ressemblent. Oui, on est d'accord, mais si on compare la tour Bois-le-Prêtre, tour Bois-le-Prêtre rénovée en 95 parce qu'elle avait des qualités supérieures quand M. Lopez l'a créée. Bon, bref. Si on compare la tour Bois-le-Prêtre et les immeubles du Grand Parc, ce sont des constructions qui techniquement sont très très différentes parce que les structures sont différentes, mais qui au bout du compte concernent après des typologies de plans qui sont à peu près similaires, des façades qui sont à peu près équivalentes si on regarde le rapport des pleins et des vides, et donc à partir de ça, et des surfaces, donc la réponse est à peu près la même, c'est-à-dire comment on peut trouver de la capacité supérieure d'habitabilité et du plaisir. On ne peut pas la trouver à l'intérieur du logement puisqu'il est contraint, donc il faut la trouver à l'extérieur. Et en même temps, on doit répondre à la question des sites occupés, c'est-à-dire que les gens restent à l'intérieur, donc on ne les met pas dehors. La question thermique, comment améliorer fortement les baisses, comment faire baisser les charges de chauffage de façon drastique, et comment augmenter l'habitabilité de ce monde-là. Voilà. Et donc les réponses, effectivement, sont assez proches. Ce qui est paradoxal, c'est que la tour Bois-le-Prêtre, on a un budget qui est à peu près de l'ordre de 800 € du mètre carré, qu'on fait des balcons qui font 3 mètres, et comme on a 2 fois moins de budget au Grand Parc, on fait des balcons plus grands. C'est-à-dire qu'à chaque fois, justement, il faut trouver des résolutions. On ne les trouve pas forcément dans la forme, mais on retrouve des résolutions dans la mise en œuvre technique de tous ces éléments-là. Voilà. La notion de site occupé, elle est primordiale. Elle est effectivement primordiale, et d'autant plus qu'on a ces deux bâtiments qui sont présentés, qui sont mis en parallèle, vous le disiez Francis Rambert, pour montrer que c'est une question européenne. Il se trouve que ces deux bâtiments ont été lauréats du prix Mies van der Rohe. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est loin d'être rien, effectivement. Avant, aucun bâtiment, aucune réhabilitation,
Le Palais de Tokyo avait été finaliste du prix Miss, ça c'est vrai. Mais pour autant, il n'avait pas gagné le prix. Il était dans le palmarès, ce qui est déjà très très important. À chaque fois, il y a plus de 350 projets dans toute l'Europe au plus haut niveau. Mais là, la question centrale sur la transformation posée 2 fois par des jurys différents. Et de logement. Et de logement, ça veut bien dire quelque chose. Parce que la tech moderne et autres, il y a des magnifiques exemples d'usines transformées en musées. Il y a la piscine de Roubaix, absolument magnifique. On pourrait faire une longue liste de transformations, de reconversions. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de... C'était de l'habitat, ça reste de l'habitat, mais c'est, là pour le coup, il y a une amélioration, mais on pourrait même... C'est beaucoup plus que le confort. C'est le... Je reviens à cette notion de spatialité. Ce n'est pas une question de prestation. Voilà. C'est un prix européen, c'est du logement social. Ça veut dire qu'à un moment donné, des gens comme... Enfin, c'est un jury remarquable, hein, Miss, enfin, moi j'adore. C'est-à-dire que la question du logement, elle est centrale là-dedans. Et la question sociale, dont on parlait tout à l'heure, elle est centrale aussi. Voilà. Et donc reconnaître finalement que le logement, c'est la clé de la vie, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. C'est vrai que tous les projets emblématiques de grandes salles, bon, ça fait son buzz, bon, mais il y a quand même beaucoup plus de logements à pourvoir que de salles de concert. Et surtout quand on commence à être assez équipé aujourd'hui, même si malheureusement elles ne servent pas en ce moment. J'ai un projet de faire des... Bon, enfin bref. Je connais votre capacité de digression, alors je recentre le débat aussi rapidement. Et alors, donc on disait toutes les similitudes entre ces deux bâtiments, il y a une différence qui est loin d'être anecdotique, c'est la question de l'occupation, la question de la transformation en site occupé. À Bordeaux Grand Parc, vous le disiez, vous avez pu, par la façon de faire cette transformation, permettre aux habitants de rester sur place. Ce n'était pas le cas à Amsterdam. Avant de poser les questions du coup pardon, comment on appelle ça, évidemment, des nouvelles populations du coup, qui se retrouvent à habiter dans des quartiers, de ce que ça implique dans le changement de vie du quartier, ça faut évidemment qu'on en parle. Juste avant, sur la question technique à Bordeaux Grand Parc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que les travaux pour chacun des habitants ont duré quoi, 2 semaines pour ce qui concerne leur propre logement, c'est bien ça? Enfin, c'est plus complexe que ça. On pouvait occulter les pièces à vivre moins de 3 nuits. Voilà. Et pouvoir leur rendre la capacité de leur logement lorsqu'on a fait les travaux. Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a simplement, soit on a envie de le faire, soit on a envie de donner quelque chose aux gens, soit on n'a pas envie. Soit on a envie de passer dans des revues pour faire des façades. Voilà. La question, c'est prendre en charge ce qu'on a dit et le faire. Voilà. Et ce qu'on a dit depuis, je ne sais pas combien d'années maintenant, peut-être 20 ans, presque 20 ans, on parlait de la Cité Lumineuse, plus de 20 ans. On va en dire un mot de la Cité Lumineuse, qui est l'un des bâtiments voilà. de la Donc nous, on ne considère pas qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. On considère qu'on fait notre travail. Et que notre travail, c'est donner du plaisir aux gens, de la capacité, de l'habitabilité, du confort, de l'actualisation des choses, de la vie. Et c'est vrai que c'est une dimension à la fois écologique, économique, sociale et architecturale. Parce qu'au bout du compte, effectivement, une fois qu'on a travaillé de l'intérieur, qu'on a poussé les choses, on peut aller en ville, regarder un bâtiment qui a l'air un peu plus aimable que celui qui était là avant. Voilà. Mais on n'est pas des héros, hein. On travaille, c'est tout. Vous n'êtes pas des héros, mais sur la distinction entre les deux bâtiments, qui est le fait d'avoir une transformation en site occupé, je pense que c'est quand même un point vraiment majeur, et notamment pour éviter une gentrification inévitable. Vous le disiez, Francis Rambert, et c'est d'une certaine manière, c'est un atout formidable de se dire que quelqu'un va faire du golf à côté de ce bâtiment-là d'Amsterdam qui avant était... Ouais, c'est un practice, hein, c'est bon. Pas... bon, mais j'aime bien l'idée. J'ai envie de rentrer dans un cliché là. Oui, je vois. Il y a un grand club d'équitation, un hippodrome et juste à côté des yachts, voilà, qui sont garés. Mais quand même, pour éviter ça, s'il y a bien une chose qui permet d'éviter une gentrification difficile à contenir, c'est de transformer en site occupé. J'imagine que c'était ça le point de départ. D'ailleurs, c'était le cas de Bois-le-Prêtre. Bois-le-Prêtre, c'était une des conditions, d'ailleurs, du projet. C'est les conditions. Le sujet, c'est que si on commence à dire on fait les travaux sans les gens, est-ce que les gens vont revenir? Vous imaginez une dame de 75 ans, ça fait, elle a vu ses petits-enfants passer là, elle a toute son organisation qui est là, hop, on va la déménager pour la faire venir. Elle ne reviendra jamais. D'abord parce qu'on va dire, finalement, comme elle est partie, on va lui offrir quelque chose de plus petit.
comme ça on va pouvoir augmenter les loyers. Donc c'est à la fois le fait, c'est une dimension sociale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire chier les gens, on ne veut pas les faire chier. Ils payent depuis longtemps des logements, enfin je ne compare pas le niveau d'entretien de Bordeaux et celui de Paris. Votons pour celui de Bordeaux, je ne dirai pas plus sur celui de Paris. Très bien. Mais enfin, on laisse les gens comme ça dans des situations, on va pas les pénaliser plus que le chantier. Le chantier, c'est pas une facilité. Hein. On leur a jamais dit qu'en d'un coup de baguette magique, vous allez voir, il y a un balcon qui arrive avec des jardins d'hiver. Bon. Oui, on imagine bien qu'au-delà des 3 nuits, au-delà des 3 nuits occultées, il y a un temps encore, long et compliqué. Ils sont dans une enveloppe de chantier. Il y a des accès qui doivent être changés en permanence parce qu'il y a des procédures de travaux qui s'engagent et des enchaînements qui se font. Mais on leur vend pas de la salade, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ils n'ont pas, je reviens toujours à ces 20 cm de l'aide minérale et la fenêtre en PVC. Ils gagnent 24, 48, 60 mètres carrés. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accepté avec beaucoup de patience cette chose-là. Bon. On fait au mieux, donc c'est vrai qu'on travaille sur des systèmes de préfabrication pour aller le plus vite possible, pour les pénaliser le moins. Donc c'est pour ça qu'il y a des variations aussi de coûts, parce qu'on améliore un peu nos façons de faire, on a analysé des choses de plus en plus, peut-être on va à des points plus essentiels plus rapidement, mais c'est ça. Il n'est pas question d'aller mettre les gens dehors. Ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. C'est vrai que dans l'autre cas, ils étaient à Amsterdam, ils étaient déjà dehors, puisque la barre, si on ne trouvait pas de solution, ça allait partir à la casse. Donc c'est après que, précisément, dans cette gentrification dont vous parlez, il y a en effet cette nouvelle acquisition, mais c'est sur une base de 100 000 euros l'appartement. C'est-à-dire que ce qui est vraiment rien dans la banlieue d'Amsterdam quand même. C'est pour dire que c'est pas du luxe, c'est pas une opération de luxe. Et justement, c'est en cela qu'elle est intéressante aussi, c'est trouver, on pourrait presque dire, du logement intermédiaire en accession. Tout à fait. Mais ça rejoint le petit sujet qu'on traitait tout à l'heure sur la question des modèles. Il n'y a pas de modèle architectural. C'est-à-dire qu'effectivement, cette question-là, elle se pose un peu différemment parce que déjà, les gens sont partis. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? On peut trouver une idée. Il y a une solution. Tac, ça peut permettre aux gens d'avoir une acquisition à des coûts qui sont incomparables. Voilà. Tout ce matériel qu'on a, on peut soit le transformer, on pourrait imaginer qu'il y ait la même situation pour les bars. C'est-à-dire que les bars j'aime pas ce mot, les logements du Grand Parc auraient pu être vides. Ça ne veut pas dire qu'il faut les démolir. Ça veut dire qu'il y a une capacité. Moi, j'ai toujours été étonné on est toujours été quand même surpris par les raisons pour lesquelles ils annoncent des démolitions. Je veux dire, c'est incroyable. Et même si on ne peut même pas faire encore des logements dans ces trucs-là, parce qu'on a dressé une liste impitoyable sur ces trucs-là, il y a quand même des choses à faire. Je veux dire, c'est invraisemblable qu'on gaspille autant d'énergie, autant d'économies sur des patrimoines qui sont d'une capacité formidable. J'aimerais bien qu'on en parle justement de cette question-là, mais c'est vrai qu'on va arriver bientôt à la fin de notre temps de visite de l'exposition qui, ma foi, est passé assez vite. J'aimerais juste prendre le temps de vous citer une question de Patrick Bonalaire, et j'en profite, puisque comme Patrick. Je le disais, on arrive à la fin de cette discussion. Alors c'est le moment, si vous avez encore des questions à poser à nos deux hôtes de choix aujourd'hui, à savoir Francis Rambert et Frédéric Druot, dans le cadre de cette exposition transformée à grande échelle, c'est le moment. Voilà, je vois que les questions effectivement arrivent juste au moment où je dis ça. Patrick qui nous demande, vous parlez d'Amsterdam et du Suriname, est-il prévu la transformation du quartier de Bijlmermeer, voilà, il y avait un maire qui était manquant. La transformation de ce logement, ça a amené une transformation du quartier, Francis Rambert? C'était tout un processus, puisque le reste autour a quasiment été démoli en très très grande partie. Donc c'est ce qu'il restait. Et comme c'était, on pourrait dire, la barre la plus importante, avec cette articulation dont je parlais tout à l'heure, elle avait un côté un peu symbolique, on pourrait presque dire mythique, de l'histoire d'Orem Koolhaas, une fois de plus, parce que j'aime beaucoup la symphonie spartiate, le côté, voilà, on va en baver un peu, quoi, mais au moins là, c'est la vérité. On ne dit pas autre chose, il n'y a pas de fioriture. Donc on revient à cette question assez essentielle de la spatialité, et j'insiste sur le mot urbanité qui n'était peut-être pas là dans les années 70, même si ça devait être très sympa tout au début.
Mais d'ailleurs, les films que nous montrons ici tout autour dans l'exposition montrent les habitants en parler. Il y a ceux mêmes qui sont revenus sur les lieux, qui n'en revenaient pas de voir ce qu'on avait pu faire. Donc je pense que là, eux, ils ont vu, ils sont devenus acteurs de leur propre, de la transformation. Dans l'autre cas, ils ont été acteurs d'une autre manière, mais ce n'étaient pas ceux de l'origine. Oui. C'était d'autres qui avaient pris, puis ils se sont dit, bien, dans ces cas-là, je vais faire mon logement à partir d'un truc, certains diraient vintage, mais encore une fois, il n'y a pas de nostalgie dans la démarche. C'est une question d'adaptation, et est-ce qu'on a le droit de démolir autant? Vous vous rendez compte, la masse de béton, qu'est-ce qu'on va en faire? Ou alors il faut absolument parler de réutilisation. Je ne sais pas, la réutilisation des bâtiments, des matériaux, et Dieu sait qu'on a des très bons architectes qui en ont fait même on pourrait presque dire leur croisade, leur positionnement, eh bien, je parle d'encore heureux notamment, mais là on voit que précisément il faut être logique dans tout, c'est ça qui est intéressant. Dans l'actualisation, il y a ça aussi, être logique et cohérent. Et vous citiez à l'instant les différents écrans qui sont tout autour de nous, et effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à bien retranscrire à la vidéo, et c'est vrai que toutes ces visites, aussi exceptionnelles soient-elles, c'est génial de pouvoir vous avoir, de découvrir l'exposition avec vous deux, ça c'est vraiment formidable, mais c'est différent d'une visite de l'exposition sur place, et à ce titre, on ne peut que dire à nos spectateurs de venir, s'ils sont à Paris, d'ici au 12 avril, c'est ce qu'on avait dit? Oui. D'ici au 12 avril, de venir dès que la possibilité se représente, de venir découvrir cette exposition assez formidable. Une dernière question d'un de nos spectateurs, d'une de nos spectatrices, c'est Camille Alano, qui nous dit à Bordeaux, est-ce que les bailleurs sociaux se sont engagés pour assurer la bonne tenue du bâtiment dans le temps? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'avant et du pendant, qu'est-ce qu'il en est de la durée? Aquitanis, qui est le bailleur, est un bailleur très consciencieux, qui suivait le projet avant, donc les habitants, et qui le suit encore toujours. Voilà. Et donc moi je mets 5 étoiles à Aquitanis. Alors forcément il y a toujours quelqu'un qui peut se plaindre sur quelque chose, je mets 5 étoiles à Aquitanis. Et je garde les autres dans ma poche. Oui, j'ai cru comprendre que c'est très important parce que tu as parlé d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il y a un bailleur à Paris qui est un gros bailleur qui a 125 000 logements. Voilà. Donc on peut faire des projets emblématiques. Aujourd'hui il faut faire des projets en bois. On ne sait pas trop ce qu'on met derrière les immeubles en bois, peut-être des logements. Bon, mais d'abord il faut les faire en bois. Bon, bref, d'accord. Mais si on prenait le soin de regarder tous ces logements, tous ces appartements, au cas par cas, se demander qu'est-ce qui va pas, comment on peut ajouter les choses, faire simplement, on ferait de l'urbanisme. On ferait de l'urbanisme, sans péter, sans faire des actes, sans couper les arbres, sans faire ça. On a travaillé sur ce sujet-là. Personne n'écoute. On peut trouver 135 000 logements nouveaux. Pourquoi personne n'écoute? On est tous d'accord avec vous quand vous écoutez. Mais non, parce qu'on est on est entre nous. Les machines sont très très lourdes. L'ANRU est très très lourd. Les architectes, c'est assez pénible. Mais l'ANRU, c'est l'État. L'État, il a tout intérêt à pouvoir valoriser ce Mais mon pauvre monsieur. Je vous dis ça en fin d'émission. L'État, c'est pas l'État qui perd, c'est nous. On a perdu 2 milliards pendant 10 ans pour perdre 2300 logements par an. 2 milliards par an pour perdre entre 2004 et 2014. Voilà, on est vachement content, c'est très bien, formidable. Formidable, on continue. Bon, on a une discussion d'une heure à recommencer à l'occasion. On voit les investissements qui ont été faits dans les quartiers dits sensibles, on voit le résultat. On n'interroge ni les logements, ni la compétence des gens qui sont dans les logements. Ce qui était très intéressant dans la Tourbre-le-Prêtre, qu'on a peut-être plus précisément regardé que dans Bordeaux Grand Parc, parce que justement Aquitanis faisait son travail, c'est qu'on s'est rapproché très très précisément des gens, un par un. Et on arrivait presque à un niveau de connaissance de leurs compétences. C'est des gens qui sont, pour la grande majorité, qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi, quelque chose comme ça. Mais on arrivait presque à savoir ce qu'ils étaient. On aurait pu imaginer qu'il y avait un relais sur cette notion de compétence des gens pour essayer de voir comment on pouvait faire socialement. C'est-à-dire, nous, on a été jusqu'au maximum, peut-être un peu plus, que notre mission d'architecte. Mais il pourrait y avoir des relais. Non, tout ça, ça se referme, ça s'abandonne, et on repart à zéro. Voilà. Et donc, l'architecture, ce n'est pas un monde isolé, à part. C'est pour ça que c'est intéressant à la fois en termes de perception, c'est-à-dire que la dimension du logement, ce n'est pas uniquement le logement,
c'est tout ce qu'on a devant soi, et socialement, parce que c'est aussi tout ce qu'on a devant soi et tout l'environnement qu'on a autour. Mais on fait des petites cases. Une dernière question, allez, une double question, c'est celle d'Adélaïde Maury et celle de Patrick Bonalaire. On nous demande s'il y a eu des évaluations environnementales globales entre l'hypothèse de démolition et celle de l'actualisation. Adélaïde Maury qui reprend bien les termes que vous proposiez. Et Patrick Bonalaire, un peu dans la même veine, qui demande quelle est la politique à Bordeaux en matière de durabilité, car des projets de construction sont en cours. Alors, cette question environnementale, est-ce qu'on a un bilan précis il semble assez évident ce bilan, mais toujours est-il que... Entre une démolition, reconstruction et une transformation, ben c'est 72% d'énergie en moins consommée. Voilà. Après, la politique. Les politiques, c'est les politiques. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une politique environnementale. On voit toutes les demandes sur les bâtiments BBC, les machins et les trucs comme ça. Moi, ça me dirait absolument rien. Parce que si le bâtiment BBC, on le crée sur un cimetière d'un immeuble qui a été démoli, on parle de rien. C'est-à-dire qu'on a dépensé finalement déjà toute l'énergie qu'il fallait pour économiser 3 fois rien. Et surtout qu'on raisonne sur la question des logements avec ce qu'on appelait tout à l'heure les normes, qui sont en fait des espèces de logements qui sont ridicules. Voilà. L'écologie, c'est nous. C'est notre vie. On doit vivre. On ne vit pas avec des petites fenêtres, avec des trucs. On vit en actualité avec notre environnement social, économique. Voilà. L'écologie, c'est nous. C'est pas que les baleines, c'est pas que les bois pour faire des immeubles. C'est une stupidité. C'est pour ça que j'aime beaucoup la notion d'écosophie qu'avait développé Guattari, qui est à la fois l'écologie ordinaire, qui est évidente. Tout le monde, toutes les villes en font un fleuron, c'est-à-dire les pistes cyclables, les trucs. Mais on ne va pas loin avec ça, on va nulle part. Bien sûr que c'est facile, bien sûr que c'est évident. Et après, il y a l'économie sociale dans l'ensemble global et la clameur de l'être. Un individu, plus un individu, plus un individu. L'étude des cas, l'écosophie. Et ça a un sens. Un mot pour regarder encore un petit peu plus loin. On est loin. Alors, je m'adresse à l'un et à l'autre. À vous-même, Frédéric Druot, savoir sur d'autres projets de ce même type. Et à vous, Francis Rambert, encore une fois, qui avait un œil sur toute la création architecturale d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit dans cette veine-là, dans la continuité de ces projets-là, livrés, à livrer dans les... Moi, ce que je vois déjà, c'est le rayonnement que tout ce travail de Anne et Jean-Philippe, de notre ami... Surtout Anne et Jean-Philippe, qui sont un vrai moteur. Au début, c'était eux qui étaient très connus internationalement, mais je l'ai toujours dit, la dernière fois, j'ai bien expliqué à quel point Frédéric Druot était quand même le personnage central dans cette affaire, justement, parce que tout ça, et Frédéric Hutin, là, à Bordeaux et ailleurs. Donc déjà, internationalement, et d'ailleurs, Frédéric Hutin est le prochain commissaire de la Biennale de Venise, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'on voit bien que, précisément, là, eh bien, ils sont écoutés, ils font, je veux dire, ils font, on pourrait presque dire, école, au sens, au-delà de leur propre action dans les écoles, ils font école de, on pourrait dire, de pensée, c'est-à-dire de penser autrement l'architecture. Justement, d'un coup, il y a Guattari qui s'invite dans le débat. C'est très bien. Donc, je pense que l'avenir, il est quand même enclenché. Mais on le voit pas. D'ailleurs, les Allemands regardent ça avec beaucoup d'attention. Oui. Hein. Les Allemands, les Suisses regardent beaucoup leur travail. D'ailleurs, vous êtes souvent invités dans des concours. Et les Suisses, oui. Le Chili, moi j'ai deux plateformes de recherche au Brésil et au Chili sur ça, sur ces sujets-là. Et alors, on parle de recherche, on parle de transmission culturelle, on va dire, mais pour ce qui est des constructions, ben voilà, tiens, les mots disent beaucoup, hein. Pour ce qui est des livraisons, on n'en a pas d'autres des projets comme ça qui sortent de terre. On a ces 3 projets emblématiques qu'on citait, Bois-le-Prêtre, Saint-Nazaire et Bordeaux-Grand-Parc. Non, oui, enfin, d'abord... Je voulais terminer par une petite note optimiste, avoir une si, il y en a, idée alors on va faire une note optimiste. Il y en a plein en route, il y en a plein partout dans le monde. Avec Anne, Jean-Philippe et Christophe, on a des projets partout dans le monde. Non, vous ne dites pas ça pour me faire plaisir et pour faire une note optimiste? Non, je n'ai pas envie de vous faire plaisir, c'est la réalité. Voilà. Ben, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. On n'en sait pas plus?
Non, vous verrez ça. Ça va venir, très bien. Non, mais je confirme, c'est qu'il y a une écoute, on a vu le problème autrement. C'est ça que, quand même. Après, en termes de masse, par rapport à l'océan de la construction, là, ça va être un autre débat. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres opérations de ce genre. Au contraire, et parmi les jeunes dont vous parliez, vous avez posé la question de savoir si dans les écoles, ces questions étaient posées. Évidemment que oui. Et qu'est-ce qu'ils vont voir les futurs architectes? Eh bien, précisément, ils voient leur travail quand ils ne vont pas les écouter dans les conférences. Et on voit bien comment quand ils n'étudient pas dans leur bâtiment, d'ailleurs. Oui. Mais pour ceux qui sont à Nantes, ceux qui sont à Nantes, ils sont luxueusement installés. Mais voilà, en disant ça, on voit bien qu'il y a toujours cette question du rapport à l'espace, du bonus. Il y avait même à Bordeaux une fac d'économie que la Caton-Vassal ont réalisé avec des façades tout en rose. Rosier, non pas la couleur, je devrais dire rosier, en effet, précisément, où ils demandaient aux enseignants de devenir des jardiniers, c'est-à-dire de même d'entretenir. Donc c'était une belle idée, là. Mais pour le même coût de construction, ils offraient 30% de surface en plus. Intéressant quand même à mettre dans le débat. On s'est dit, mais comment ils font? Il y a une rationalisation de la construction. On est sur une question de l'économie de moyens, qui est le vrai sujet d'aujourd'hui. Francis vient de faire un geste, il a dit luxe, il a fait comme ça. Il n'a pas fait luxe. Voilà. C'est tout. Et le plus. Finalement, on n'aura pas tant parlé du plus, mais il sera resté en suspens dans tout ça. Je vous invite à faire la moindre recherche sur Internet nous amène à trouver pas mal d'éléments sur cette question que vous portez haut, Frédéric Drouot. Merci à tous de nous avoir suivis. L'exposition transformée à grande échelle sera bien sûr à redécouvrir très bientôt, dès la réouverture de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au moins jusqu'au 12 avril. Je rappelle qu'elle a été réalisée, cette exposition, en coproduction avec la Fondation Mies van der Rohe à Barcelone et qu'elle bénéficie du mécénat de la Caisse des dépôts et du soutien du Club Entreprise de la Cité de l'Architecture et de Vitra et d'Isotis. Le commissariat de l'exposition a été assuré côté Fondation Mies van der Rohe par Yvan Blasi et Anna Sala-Giralt, et côté Cité de l'Architecture et du Patrimoine par Francis Rambert, Christine Carboni et Martine Colombet. Merci à nos deux guides de choix, Francis Rambert, Frédéric Drouot. Merci David. Merci beaucoup pour cette visite passionnante. Si on pouvait tout le temps faire des visites d'exposition avec un protagoniste des éléments présentés et un commissaire, ça serait… Mais on va le refaire. Eh ben on va le refaire, voilà, exactement. Ici ça s'appelle le laboratoire du logement. Donc il me semble que c'est le lieu. C'est le bon lieu, effectivement, pour ça. Eh ben merci encore. Donc à bientôt. Avec grand plaisir, à très bientôt. Et puis merci à la Cité de l'Architecture, à l'organisation de tout ça. Il y avait Caroline Cuisinberch, Julie Gelé, Malika Poplavski et Kevin Levourche. Tandis que du côté des équipes de Thémaprod qui ont assuré la retransmission de cette émission, on remercie Pierre Lally, Thomas Blancard, Clémence Roquebert et Anaïs Chaumier. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.